La plupart des gens dans le quartier sont dans la même situation. Certains n'ont même pas de quoi s'acheter à manger. Ceux qui n'ont plus rien rejoignent alors ceux qui vivent de la soupe populaire, les laissés pour compte, les alcooliques. Des images qui surprennent en Afrique du Sud, la plupart des Blancs y vivent bien. 1838, 16 décembre, la bataille de Blood River marque profondément l'histoire sud-africaine. 3000 Zoulous sont battus par quelques centaines de Boers, ces fermiers afrikaners qui fuient la domination anglaise du Cap. Cette bataille, c'est le point culminant du Grand Trek, ce grand voyage vers l'intérieur entrepris en 1835 avec esclaves, armes et bagages par les descendants de Hollandais et de Huguenots français. Une épopée violente contre les Zoulous et les Anglais. Elle symbolise le destin afrikaner aux confins de ce continent et celui des 6 millions de Blancs qui règnent sans partage sur 30 millions de Noirs, de Métis et d'Asiatiques. Mise au banc du monde, cette communauté connaît des pressions de plus en plus vives dans ses propres rangs. Des pressions contradictoires qui la divisent et la menacent à terme d'éclatement. Très attachés à leur histoire, la plupart des afrikaners ont commémoré ce 150e anniversaire. Mais ici sont réunis les plus traditionnalistes d'entre eux. Partisans d'un apartheid pur et dur, ils ont boudé les cérémonies du parti nationaliste au pouvoir depuis 1948. Comme Hendrik Verwoerd, fils du grand architecte de la ségrégation raciale. Pour lui, les Noirs ont été importés dans ce pays par les aïeux blancs, une erreur qui explique les menaces d'aujourd'hui. Le problème n'est pas tellement qu'ils soient noirs, c'est simplement qu'ils sont différents. Des nations différentes, avec des cultures différentes, des langages différents et des idées différentes sur la religion. Nous n'avons pas les mêmes conceptions pour gouverner le pays. Pour tous les aspects de la vie, nous sommes différents. Donc il est difficile, même impossible, de satisfaire tout le monde dans un même pays. Si le pays continue comme ça, et avec ce gouvernement, alors nous, en tant qu'Afrikaners, nous n'avons plus d'avenir. Sous un soleil de plomb, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont offert des heures durant ce spectacle surprenant. Mais le folklore ne trompe pas, cette foule inquiète les afrikaners au pouvoir. Toucher au moindre de ses privilèges provoque un raz-de-marée électoral de l'extrême droite. Cet insigne n'évoque pas seulement la sinistre croix gammée. Les 3-7, chiffre biblique, symbolisent le peuple élu de Dieu et sa mission de civilisation au bout du monde. Une mission martelée par des chefs que l'on applaudit avec ferveur. Flanqué de sa garde armée, Eugène Terre-Blanche, néo-nazi aux allures de tribun, prône un retour à la ségrégation absolue et appelle à la résistance. Hendrik va plus loin. Il caresse un rêve d'un autre âge, créer un État séparé, une sorte de Bantoustan blanc indépendant. Si un jour les Noirs ont le droit de vote, nous disons qu'il y aura alors beaucoup plus de problèmes. Si la majorité noire gouverne, la minorité blanche sera frustrée. Il y aura alors beaucoup plus de désordre. Nous devons avoir un pays à nous. Une communauté composée de seuls blancs, c'est ce que veut créer Hendrik chez lui, à Morganzone. Une utopie révélatrice de la grande peur qu'inspire la majorité noire. Sous prétexte que le niveau de vie est souvent plus élevé ici qu'ailleurs en Afrique, les Noirs doivent se contenter de la place qu'on veut bien leur donner, celle d'une main-d'œuvre étrangère qui profite de la richesse des Blancs. Nous leur donnons du travail, nous leur donnons des maisons, nous leur donnons l'hospitalité et ils n'arrêtent pas de pleurnicher. Cette journée ponctuée de chants et de prières aura conforté cette foule très pieuse dans l'image qu'elle a d'elle-même, le rempart des valeurs de l'Occident en terre africaine. Le droit à la différence qu'elle revendique, c'est le droit d'exclure.
Contesté par un certain nombre de Blancs, cet hymne au passé a l'attrait d'un chant des sirènes pour les plus démunis. Johannesburg, banlieue sud. Judith attend son 4e enfant. Piet, son mari, est au chômage. Il bricole dans une pièce transformée en atelier, à l'abri des regards de la municipalité. Je fais des petits boulots au noir, pour le moment. Je ne peux pas travailler dehors. Si on me voit, on nous met à la porte. Vous voulez dire que ce que vous faites est interdit? Oui, nous n'avons pas le droit dans ce quartier. Et quel genre de petits boulots faites-vous? Je répare des voitures, ça me permet d'avoir de l'argent pour la maison, pour payer le loyer, l'eau et l'électricité, pour nourrir mes enfants. Comme la plupart de ses voisins, Piet fait partie des 10% de chômeurs de la communauté blanche, un chiffre impensable il y a quelques années. Malgré son isolement international, l'Afrique du Sud est la première puissance économique du continent. Mais elle a subi au milieu des années 80 une récession brutale, signe de sa fragilité. Les entreprises ont fermé ou licencié, les Blancs les moins qualifiés comme Piet n'ont pas été épargnés. Comparé aux 40% de chômeurs chez les Noirs, c'est encore peu, mais cette situation est vécue avec inquiétude et amertume. En avril 87, il travaillait encore. Il était employé dans une usine, et puis la société l'a licencié, et depuis, il n'a jamais retrouvé de travail. Nous avons d'abord reçu des allocations de chômage, mais c'est fini maintenant. Nous avons l'impression qu'on nous abandonne, qu'on se fiche de nous, le gouvernement nous oublie, il ne fait pas d'efforts pour nous aider. En fait, l'entreprise marche toujours, mais avec des employés noirs. Et ils sont pas chers. Si les Blancs veulent du boulot, ils devraient l'obtenir. Chaque fois qu'il va chercher du travail, ils disent non. Ils ne veulent pas de lui parce qu'il n'est pas qualifié, alors qu'il fait le même travail que ceux qui sont qualifiés. Au début, l'église nous aidait, mais il fallait y aller tous les jours. Mais je n'ai pas le temps. Et il faut que je nettoie la maison et que je m'occupe des enfants. Alors ils m'ont dit « Désolé, si vous ne venez pas tous les jours, on ne peut rien faire pour vous. » La plupart des gens dans le quartier sont dans la même situation. Certains n'ont même pas de quoi s'acheter à manger. Ceux qui n'ont plus rien rejoignent alors ceux qui vivent de la soupe populaire, les laissés pour compte, les alcooliques. Des images qui surprennent en Afrique du Sud, la plupart des Blancs y vivent bien. Jacob de Villiers fait partie des nantis. 500 hectares de terre, agrumes et canne à sucre, une centaine d'employés africains qui vivent en permanence à la ferme avec leurs familles. Jacob évoque irrésistiblement les grands propriétaires terriens de l'époque coloniale. Paternaliste bon teint, il évoque non sans fierté l'histoire de cette plantation. Ma famille est arrivée en Afrique du Sud en 1620 avec les Huguenots français. Mon grand-père s'est installé dans l'État libre d'Orange. C'est mon père qui est venu ici. Bien sûr, il a fallu défricher la brousse à la main. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. On faisait tout avec des bœufs, on nettoyait le terrain, on le cultivait et on a aussi planté des parcelles, petit à petit. Ici travaillent des Sud-Africains et des immigrés attirés par la prospérité de la région. Main-d'œuvre bon marché, ils vivent dans un cadre entièrement pris en charge par la ferme.
Qu'avez-vous aménagé? Nous leur avons construit des maisons où ils peuvent vivre avec leur famille. On leur a fourni une école pour les enfants du village et aussi une crèche pour les plus petits. Dans la région, nous avons 27 équipes de football. Et la nôtre a gagné la compétition locale. Les joueurs en sont très fiers. L'après-midi, réunion du staff noir avec le seul directeur blanc. Formés ici, ces managers maison gagnent les plus hauts salaires de leur communauté, environ 1800 francs par mois. Mes responsables, pour la plupart, sont nés sur la ferme. Ce sont eux qui, l'après-midi, organisent le travail du lendemain. Quand il n'est pas pris par ses multiples responsabilités de grand notable, c'est de sa maison que Jacob dirige cette entreprise avec sa femme. Agriculteur de choc, conscient de ses intérêts et proche du pouvoir, Jacob accepte la nécessité du changement, mais dans des limites bien précises. Je suis d'accord pour que toutes les communautés raciales aient leur mot à dire. Les Noirs constituent 9 groupes différents. Chacun de ces groupes doit pouvoir s'exprimer dans le pays en tant que groupe. Il y a des Noirs, des Asiatiques, des Blancs, des Métis. Les groupes peuvent parler en leur nom dans le pays, mais les décisions ne peuvent être prises au suffrage universel. Cela me serait égal d'être dans un comité, dans une réunion, avec des Noirs, des Métis, où les décisions sont prises ensemble. Mais je trouverais très difficile de ne pas pouvoir participer aux affaires du pays. Si tout le monde pouvait voter, les Blancs seraient-ils menacés? Oui, dans le court terme, certainement. Si cela devait arriver dans les 25 prochaines années, je crois que oui. Mais d'un côté, c'est l'état d'urgence et des mesures contre les mouvements anti-apartheid. De l'autre, des projets sur le droit de vote des Noirs. La plupart des Blancs n'y sont pas prêts. Très peu franchissent le mur de la peur et de l'ignorance. Mamélodie, à quelques kilomètres de Pretoria, une ville noire comme les autres, où les seuls blancs que l'on voit sont soldats ou policiers. C'est pourtant ici que quelques jeunes mènent une expérience unique en Afrique du Sud. Au cœur de Mamélodie, des jeunes, noirs et blancs, ont décidé d'habiter ensemble. Certains travaillent, d'autres sont étudiants, comme Pauline et Cécile, les deux copines qui ont bravé les interdits. Dès leur naissance, les enfants sont séparés. Ils vont dans des écoles séparées, ils vivent dans des zones séparées. Ce qui fait que les enfants blancs grandissent dans leur quartier blanc, ils ont très peu de contact avec les noirs, si ce n'est les domestiques, les vendeurs dans les boutiques et les pompistes dans les garages. Alors la seule façon de se connaître, eh bien, c'est de vivre ensemble et de partager les choses ordinaires de la vie quotidienne. Mes parents m'ont toujours dit « on ne peut pas faire confiance aux Blancs, ce ne sont pas des gens bien ». Mais moi, je suis adulte, j'ai besoin de comprendre. C'est pour ça que je suis venue vivre avec des Blancs, pour voir par moi-même si ce sont des gens bien ou pas. Mes parents ne sont pas vraiment ravis que j'habite dans un ghetto. En fait, ils ont peur pour ma sécurité. Et je pense que ce qui les ennuie le plus, c'est le fait que nous n'avons pas les mêmes privilèges, ni le même confort que dans une banlieue blanche.
Mes parents, à moi, ils ont peur que je change, que je devienne blanche. Plus sérieusement, grâce à elle et moi, d'autres peuvent se mobiliser et penser que dans l'avenir, en Afrique du Sud, on pourra vivre ensemble, blancs et noirs.